Alors bonjour à tous. La partie que je vais vous montrer aujourd'hui va vous faire progresser dans la compréhension de l'ouverture italienne. Moi, elle m'a fait progresser. Elle a été jouée entre deux bons joueurs, le grand maître ukrainien, Vitaly Sivouk avec les Blancs, et l'opposé au joueur français de première série, Valentin Pilard. Alors cette partie s'est jouée dans le cadre du Festival de la Plagne. Vous savez, c'est un festival qui a lieu au moment où je vous parle et qui comporte 3 tournois. Le tournoi des maîtres, le tournoi de l'accession et le tournoi des joueurs amateurs. Presque 300 joueurs de toutes nationalités participent à ces différents tournois. 60 clubs français sont représentés. Donc c'est un beau festival d'échecs alors qui ne peut exister que grâce à la complicité de plusieurs acteurs. Le cercle d'échecs local, bien sûr, le cercle d'échecs annemassien, avec ses dirigeants et ses bénévoles. Il en faut beaucoup des bénévoles pour organiser un tel tournoi. Mais également la mairie de La Plagne, qui soutient l'activité et la pratique du jeu d'échecs depuis des années. Mais également aussi, citons, le groupe LVH qui met à disposition une très belle résidence, Sun Valley, pour ce tournoi. Alors dans cette partie, le grand maître ukrainien a donc les blancs. Il commence par E4. E5 est répondu par les noirs, donc on est sur la symétrie. Cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 défend. Et là, fou C4. Alors c'est ce qu'on appelle l'ouverture italienne ou la partie italienne. Le fou va viser le pion F7. Vous savez, c'est un pion qui est mal défendu dans l'ouverture, seul le roi défend, donc il faut toujours être vigilant aux attaques sur ce pion F7. Les noirs jouent fou C5, ils jouent de même, ils pressent F2. En même temps, on peut remarquer le contrôle de la case centrale D4 par les noirs et celui de la case D5 par les blancs. C'est important de contrôler ces cases parce que les blancs comme les noirs peuvent rechercher à terme les poussées D4 et D5. Alors pas maintenant bien sûr, mais en les préparant. Les blancs vont ici faire petit roc et les noirs cavalier F6. Ils attaquent le pion, les blancs défendent et les noirs jouent D6. Alors bien sûr, le coup D6 paraît naturel. On crée cette chaîne de pions au centre. On libère la diagonale du fou C8 après avoir sorti le fou C5, ça paraît naturel. Mais vous comprenez, les joueurs qui sont moins expérimentés sur cette ouverture, ils pourraient se méfier avec les noirs des coups comme cavalier G5 et fou G5. Il y a beaucoup de joueurs amateurs qui préfèrent à la place de jouer D6, jouer H6 pour essayer de s'opposer à la venue du cavalier en G5 et du fou en G5. En réalité, on n'a pas besoin de s'opposer à ces coups dans cette position. On peut jouer D6. C'est même un très bon coup. Cavalier G5, en réalité, ça ne fait pas vraiment peur. Bien sûr, ça attaque doublement le pion F7. Mais les noirs peuvent simplement roquer pour défendre F7. Et même si les blancs peuvent prendre 2 fois F7, par exemple avec cavalier prend F7, tour prend, fou prend, roi prend, si on compte le matériel, on se dit, bon, ça fait un échange à peu près équivalent, 6 points contre 6. Mais en réalité, cet échange est favorable pour les noirs. Parce que les blancs ont échangé 2 de leurs pièces légères qui jouaient, alors que les noirs ont échangé une tour et un pion qui n'avaient pas beaucoup d'action de jeu. Il y a 3 pièces noires développées, contre aucune pour les blancs. Quant à l'exposition, la pseudo-exposition du roi noir, eh bien, en réalité, elle n'existe pas. Bien sûr, il y a cette diagonale ouverte, mais c'est une diagonale blanche. Les blancs n'ont plus de fou de case blanche. Les noirs ont encore le leur. Donc non, cette position, elle est meilleure pour les noirs. Donc, dans la position, on ne redoute pas le coup cavalier G5. Quant au coup fou G5 qui établit un clouage, les joueurs débutants adorent faire des clouages dès qu'ils le peuvent. Mais en réalité, le fou va plutôt être une cible plutôt qu'autre chose. On va pouvoir jouer H6 et le questionner. On ne redoute pas fou prend cavalier, ça permettrait le développement de la dame. Et les blancs concéderaient leur paire de fous. Et si le fou recule en H4, on peut poursuivre l'assaut par G5. C'est pas un problème pour le roi noir. Il n'a pas décidé de faire petit roc, il peut toujours organiser un jeu sur grand roc. Alors que le roi blanc, lui, a fait petit roc. Et donc, H6 puis G5, c'est comme des béliers de combat que l'on envoie pour repousser les pièces blanches, et à un moment donné, ces pions peuvent même s'entrechoquer avec les parois défensives du roi blanc, et créer une attaque contre le roi blanc. Et on ne redoute pas que cavalier prend G5, pion prend, fou prend. On pourrait se dire, oui, mais là, c'est intéressant pour les blancs, ils viennent de sacrifier une pièce contre 2 pions, ils établissent un clouage. Mais c'est toujours pareil, le roi noir, il n'a pas roqué, il peut toujours faire petit roc. Et en réalité, l'attaque va se renverser. Les noirs vont jouer tour G8, attaquer le fou. Si le fou recule, fou H3 arrive et on s'en prend au pion G2 qui est cloué. Et si on essaie de maintenir le fou par H4, on peut même sacrifier la qualité, faire tour prend et cavalier G4, sous le soutien du fou. Ça presse le pion F2, la dame pourra prendre le pion G5 et après essayer de se placer sur la colonne H pour menacer dame H2 mat. Donc c'est une attaque directe contre le roi blanc en réalité. Donc vous l'avez compris, les noirs quand ils jouent D6, ils savent très bien qu'ils n'ont pas à redouter ni cavalier G5 ni fou G5. Alors les blancs, que jouent-ils? Ils vont jouer C3, un très bon coup dans la position. Mais on dit aux joueurs débutants, développez-vous. Alors pourquoi ne pas jouer cavalier C3? Après tout, c'est un coup de développement. On a compris que fou G5 n'était pas très bon, mais on pourrait jouer cavalier C3. Mais dans ce cas-là, le cavalier noir pourrait aller en A5.
et questionner le fou blanc. On a mis le fou C4 pour avoir une belle pièce sur la diagonale, donc on n'a peut-être pas envie de se la faire échanger, cette pièce, contre le cavalier. Mais là, les blancs ne pourront pas éviter l'échange du cavalier contre le fou, même s'ils font fou B5 échec, parce qu'on pourra jouer C6. Et si le fou recule, on le harcèle, on le poursuit, et tôt ou tard, on pourra prendre en B3. C'est pourquoi les blancs jouent C3. Un coup d'attaque et un coup de défense. Alors, un coup d'attaque, parce que le pion C3 peut soutenir la poussée B4, puis B5, essayer de repousser certaines pièces noires, mais également la poussée centrale D4. Et puis pourquoi un coup de défense? Parce que sur cavalier A5, maintenant on ne perd pas le fou. On peut le conserver, on peut faire fou B5 échec. Et sur C6, fou A4. Et sur B5, le fait d'avoir joué C3 libère la case C2. Et le fou en transparence protège le pion E4. Ça veut dire que le pion D3 pourra aller en D4, conquérir le centre. En même temps, le pion C3 peut soutenir le coup B4 pour faire les fourchettes. Non, la position noire n'est pas bonne. Donc, dans la position, C3, c'est un très bon coup. Alors, les noirs vont jouer A5 pour essayer de lutter contre la poussée du pion B. Et là, les blancs jouent tour 1. Alors, l'idée de tour 1, c'est de soutenir le pion E4. Comme ça, le pion D pourra s'élancer au centre par la poussée D4. Les noirs font ici petit roc. Il faut comprendre que les noirs n'avaient pas peur de fou G5 tout à l'heure. Et en fait, c'est la même chose pour les blancs, ils n'ont pas peur de fou G4. Si les noirs jouaient fou G4, bien sûr que ça fait un clouage. Mais déjà, le cavalier B1, il n'est pas en C3, il peut venir en D2, soutenir le cavalier. Puis après, on a un chemin un peu étrange pour les joueurs qui ne connaissent pas, mais tout à fait thématique dans ce type de position. Pour le cavalier D2, c'est de venir en F1 puis en G3. Ce serait une très bonne case pour le cavalier en G3. Il soutiendra le pion E4, il laissera la dame libre pour soutenir la poussée D4. Parfois, le cavalier G3 peut aller en F5, mais pas tout de suite. Après cavalier F1, cavalier G3, on pourra jouer le coup H3 pour questionner le fou, qui ne pourra pas conserver le clouage, parce qu'en cas de fou H5, le cavalier en G3 pourra éliminer le fou. Donc voilà, si les noirs jouent fou G4, on pourra tranquillement jouer cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3, H3. Ça paraît long, mais en réalité, c'est vraiment thématique. Dans ce type de position, on a souvent le temps de faire ce type de manœuvre. Donc après tour 1, les noirs ont fait petit roc. Et maintenant, les blancs jouent H3. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les blancs jouent H3 alors qu'on ne redoutait pas fou G4? Eh bien, les blancs jouent H3 parce qu'ils sont un peu contraints de le faire. L'idée des blancs, c'est quoi? C'est d'évoluer par la poussée D4. Alors on pourrait le faire tout de suite, on pourrait jouer D4. Là, les noirs vont s'abstenir de prendre, parce que s'ils prennent, ils donneront un fort centre aux blancs. Peut-être que le fou peut simplement reculer en A7. Et vous comprenez, les noirs vont préparer le coup fou G4 maintenant. Ils vont vouloir jouer fou G4 parce qu'ils voudront échanger leur fou de case blanche contre le cavalier pour ensuite pouvoir prendre et gagner le pion D4. Donc il faudra bien jouer H3 pour lutter contre ce coup fou G4. Donc dans la position, face à cette menace, à cette idée d'évolution par D4, les blancs préfèrent jouer H3 pour lutter contre l'avenue du fou en G4 qui pourrait parasiter l'évolution centrale sur D4. Alors les noirs vont jouer H6, ils veulent aussi être tranquilles sur la case G5. Alors ceci dit, ils n'étaient pas obligés de jouer H6 immédiatement. Il y a des parties qui se poursuivent par fou A7 par exemple. On retire le fou pour qu'il ne soit pas attaqué sur la poussée D4. Donc en quelque sorte, on se prémunit de cette poussée D4, on l'anticipe. Et en cas de fou G5, il est toujours possible de faire H6. Fou H4, et on peut toujours poursuivre par G5. On se dit oui, mais c'est un peu embêtant pour le roi noir, mais regardons ce qui peut se passer sur fou G3 comme sur cavalier prend G5. Sur cavalier prend G5, pion prend, fou prend G5, roi G7, on pourrait se dire, bah là c'est pareil, on a sacrifié la pièce contre deux pions, c'est intéressant pour les blancs, surtout que le roi noir, cette fois-ci, il a roqué, pas comme tout à l'heure. Mais en réalité, ce type d'action est surtout intéressante quand on a un cavalier en C3 qui est capable de bondir en D5 pour attaquer le cavalier en F6, ou lorsqu'on a une tour en F1, et qu'on est capable de jouer F4 et de prendre pour que la tour s'associe au fou, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais là, c'est pas possible. D'abord, la tour dépend en F1, et en plus, le pion en F2, il est cloué sur la diagonale. Et donc, le temps que les blancs vont mettre à essayer de s'organiser offensivement, eh bien les noirs vont trouver des remèdes à cela. Souvent, ils peuvent jouer des idées avec tour H8 pour contrôler la case H4, pour que le fou puisse pas reculer, puis des coups comme roi G6 où on s'en prend au fou. Bien sûr, ça peut être désagréable d'avoir un roi dont l'abri a été détérioré. Mais là, l'investissement pour détériorer l'abri du roi, la pièce en plus, eh bien, en réalité, n'est pas si favorable pour les blancs. C'est un investissement un peu trop lourd dans cette position. Mais vous allez me dire, sur G5, on n'est pas obligé de sacrifier, on peut aller en G3. Mais là, le cavalier pourrait venir en H5. On a ce cavalier prend fou d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le pion F2 est cloué. Et lorsque le fou va reculer en H2 pour éviter les problèmes, les noirs peuvent jouer G4
attaquer le roc blanc. On menace même G3 en fait. Et sur pion prend, on reprend du fou, on fait un clouage ici sur le cavalier. Parfois on peut avoir des idées d'attaque du type roi H8, puis dame F6 pour protéger le pion F7, puis tour G8, essayer de s'organiser offensivement comme ça. D'un seul coup, on va avoir des fous H3, des fous prend, des clouages ici, on a un autre clouage ici, parfois lequel il peut venir en F4, on peut essayer de doubler les tours sur la colonne. Donc ça peut créer une attaque. C'est pourquoi, dans la position, en réalité, on n'est pas obligé de jouer H6 tout de suite. On peut donc reculer le fou en A7 et laisser le fou blanc venir en G5. Mais le coup H6 est également tout à fait jouable, bien sûr, dans la position. Les blancs, ici, ont joué cavalier D2. Et les noirs ont joué fou E6. Les noirs ne redoutent pas du tout fou prend fou. Si les blancs prennent, pion prend, bien sûr le pion F7 se retire du roc, mais il ne va pas n'importe où, il va au centre, il vient en E6 pour aider à contrôler les cases centrales, et surtout, on ouvre la colonne F. Et là, il y a un plan typique d'attaque qui consiste à jouer dame E8, cavalier H5, dame G6 et cavalier F4. Alors souvent, dame E8, c'est pour préparer cavalier H5. Comme ça, même si le cavalier blanc souhaitait partir pour que la dame attaque le cavalier, ça ne sera pas possible, la dame protégera. Mais de toute façon, ce n'était pas trop possible pour le cavalier blanc de partir, puisqu'il y avait la pression sur F2. Mais après, la dame, lorsqu'elle est en E8, c'est pas que pour soutenir la venue du cavalier en H5. C'est pour venir ensuite en G6, se mettre face au roi, mettre une pression sur G2 et enchaîner par cavalier F4 derrière, avec des menaces de dame prend G2, de cavalier prend H3. Donc là, bien sûr, je n'ai pas joué les blancs, donc c'est plus facile quand on ne joue pas les deux coups, mais c'est pour vous montrer que l'ouverture de la colonne F permettra à la dame de se projeter à l'attaque, au cavalier de s'approcher, aux deux tours de se doubler sur la colonne, et en même temps, il y a toujours le fou qui a une action sur la diagonale, donc le roi blanc risque de se faire attaquer. C'est pourquoi, sur fou E6, les blancs ne prennent pas dans cette position, ils ne veulent pas ouvrir la colonne F. Et là, le grand maître ukrainien, Vitaly Sivouk, va jouer le coup fou B5. Bon, il va mettre une pression sur le cavalier. Déjà, ça désamorcera les idées noires de pousser par D5, parce qu'en cas de prise, on aurait le cavalier plus la tour qui attaquerait E5, et en même temps, on pourrait à tout moment éliminer le cavalier pour fragiliser encore E5. Donc ça empêche l'évolution noire par D5, et puis les blancs vont préparer l'évolution par D4. On pourrait avoir des coups comme cavalier F1, cavalier G3, puis après des D4, D5 qui peuvent arriver. Donc c'est un peu le plan. Donc après fou B5, on va découvrir maintenant le coup de Valentin Pilard, un très bon coup que moi je ne connaissais pas jusqu'ici dans la position. Il joue dame B8. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup, dame B8 ? En fait, l'idée, c'est de venir en A7 et d'aller presser le pion en F2 et de mettre les tours en liaison en mettant la dame en A7. C'est intéressant. Un très joli coup. Donc, dans la position, les blancs ont pris le cavalier. J'ai vu une partie de Carlsen contre Ding, où Carlsen jouait cavalier F1 et Ding poursuivait par dame A7. Et ça avait fait match nul, cette partie. Donc, c'est une partie, on est encore dans une position totalement théorique, même à très haut niveau. Mais dans la position, ici, le grand maître ukrainien va échanger le cavalier. Fou prend, pion prend. Alors, pourquoi il échange le cavalier ? Pour que le cavalier ne contrôle pas la case D4, et pouvoir ensuite évoluer au centre par la poussée D4. Parce que les noirs attaquent 2 fois, mais on contrôle 2 fois. Donc les noirs prennent, les blancs reprennent, installent un fort centre, le fou a été en B4, vient clouer le cavalier, et la tour joue en E3. Un très beau déclouage, parce que la tour, on va voir qu'elle va avoir pas mal de jeux sur la 3e rangée. Là, il faut comprendre que la structure de pion des blancs est un peu meilleure. On a un fort centre de pion, donc un avantage d'espace. Et qui dit avantage d'espace, dit 3e rangée qui permet à la tour de pouvoir avoir de l'influence sur cette rangée, de naviguer sur cette rangée pour avoir de l'influence à l'aile dame comme à l'aile roi. Et puis, on a cette colonne semi-ouverte C sur laquelle on pourrait, par la suite, lorsque le fou parviendra à se développer, attaquer le pion C6, parce que les noirs ont des pions doublés. Donc la structure de pion blanche est supérieure. Alors pour compenser ça, les noirs, ils ont la paire de fous. Ils ont la possession des 2 fous dans cette position. Mais là, c'est peut-être la première erreur des noirs. Ils ont joué quasiment parfaitement cette partie, et ils vont jouer tour E8. Un coup qu'on peut comprendre. La tour en F8, elle ne jouait pas, donc il la met en E8, il active la seule pièce qui ne jouait pas, en pression sur la colonne pour presser le pion E4, surtout qu'on a une pression sur le cavalier D2 qui est un défenseur du pion, donc si le fou venait à se déplacer, peut-être que E4 se retrouverait pris pour cible. On peut comprendre tour E8. Mais en réalité, quand j'ai regardé cette partie dans ma base de données, on a une partie de grand maître encore qui s'est jouée, où le grand maître avec les noirs avait joué le coup A4. C'est A4 le bon coup. Pourquoi ? On va le découvrir dans la partie. Parce que A4, c'est pour libérer la case A5. C'est que si les blancs jouent A3 pour attaquer le fou,
on peut reculer en A5. Et on conserve la paire de fous. On verra que c'est un problème dans la partie, justement. Et si on n'a pas peur de dame prend A4, bien sûr, parce que sur dame prend A4, la dame se mettrait sous le viseur de la tour, et donc on pourrait faire fou prend cavalier avec l'attaque de la dame. Donc on pourrait reculer le fou en A5, et voyez, si par exemple le cavalier vient en F1 pour essayer de jouer en G3, de décongestionner le fou, de se développer, eh bien le pion A4 a un autre intérêt, c'est de contrôler la case B3 et de pouvoir faire venir le fou en B3. Et on a cette paire de fous très active dans la position. Voilà. Et dans la partie, il y avait eu dame E2 de jouer, dans la partie de grand maître dont je vous parle, il y avait eu dame B5. Si les blancs prennent, les noirs peuvent reprendre, ça dédouble leur pion, ils ont la paire de fous, ils ont une belle position. Vous voyez ? Alors dans la partie, c'était cavalier G3 qui avait été joué, on avait eu l'échange des dames, et puis les noirs avaient fini par faire match nul dans cette position. Donc, dans la position, A4 était le bon coup. Mais tour E8 a été joué par les noirs. Et donc du coup, les blancs vont en profiter immédiatement. On sent vraiment la préparation du grand maître avec les blancs qui sait très très bien ce qu'il faut faire ici. Il joue à 3 immédiatement. Et le fou n'a pas le retrait de la case A5. Donc le fou va devoir s'échanger en D2. Ce qui va un peu accélérer le développement des blancs et casser la paire de fou des noirs. Et la paire de fou, c'était une compensation à la meilleure structure des pions des blancs. Donc fou prend. Et là, on reprend du fou. Et on laisse le pion B2. Bon, c'est un piège en fait. Mais c'est un piège, pourquoi ? On pourrait se dire, après dame B2, on va jouer fou C3, la dame est attaquée, mais après tout, elle va reculer. Non, en réalité, c'est bien plus fin que ça. Si la dame vient en B2, bon, déjà, il faut comprendre le rapport matériel. Ici, on n'a pas les mêmes pièces sur l'échiquier. Il y a des fous de couleur opposée. Fou de case blanche contre fou de case noire. Donc le but des blancs, c'est de créer des problèmes, un conflit sur les cases noires, de pouvoir valoriser ce fou de case noire. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse à fou C3. Mais en réalité, la dame s'en va, il y a mieux que fou C3. Il faut jouer ici le coup de D5 avec les blancs. On va filer le pion en D5 pour jouer fou C3 dans de meilleures conditions après. Après, pion prend, maintenant on joue fou C3 parce qu'on a ouvert la grande diagonale noire et on ne fait pas que attaquer la dame, on attaque aussi le cavalier. Et donc on s'apprête à détruire le roc des noirs par la prise du cavalier une fois que la dame s'en va. Donc c'est le coup de D5 qui est fort. Donc là, vous voyez, les blancs, ils maîtrisent totalement la position. On sent qu'il connaît cette position. Il l'a déjà joué ou étudié, le grand maître ukrainien ici. Alors les noirs, que vont-ils jouer ? Ils vont jouer D5. Mais les blancs contre-poussent en E5. Finalement, c'est une structure de pion qui est intéressante parce qu'il y a cette colonne semi-verte C avec ses pions doublés, la case faible C5. Quand on joue E5, on prend de l'espace, on valide une majorité contre le roi, on a 4 pions contre 3. Bon, il faut comprendre pourquoi les noirs jouent D5 et laissent E5. C'est qu'ils veulent utiliser la case E4 pour leur cavalier. Cavalier E4. Et peut-être ils chercheront à mettre leur fou sur cette diagonale blanche par la suite. Alors là, le mieux pour les blancs, ils l'ont pas joué dans la partie, mais ça aurait été de commencer à jouer sur la colonne C et de presser les faiblesses. Et on n'a absolument pas peur de dame prend B2 parce que c'est un piège. Là, c'est le piège du pion empoisonné. On va emprisonner la dame par le coup de tour B3. Donc l'influence de la tour sur la troisième rangée. Donc là, tour C1, après tout, la tour ne jouait pas, elle arrive en C1, elle se met sur la colonne, elle cible les faiblesses, ça c'était bien. Mais dans la partie fou C3 a été joué, et on pourrait s'intéresser au coup C5 pour profiter du cavalier et jouer C5 pour essayer de dédoubler les pions. Mais dans la partie tour A6 a été joué, on verra que les noirs cherchent à jouer tour B6 et à jouer sur la colonne. Tour C1 maintenant, tour B6, fou prend A5, alors les noirs ont donné A5 parce qu'ils se vengent sur le pion B2 bien sûr. Les blancs jouent cavalier D2 pour essayer d'éliminer le cavalier noir. Et là, il y a dame B5 qui est joué. Cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend C7. Alors c'est pour ça d'ailleurs que à la place de dame B5, dame A7 était un peu meilleur. Attaque le fou, attaque D4, met en pression le pion A3 et défend C7. Mais bon, c'est dame B5 qui a été joué, c'est difficile d'avoir toute cette précision. Hein. Donc cavalier prend, pion prend, et fou prend C7. Alors les blancs ont gagné un pion, mais on est dans une position de fou de couleur opposée, et donc il est possible parfois de neutraliser l'adversaire en le bloquant sur une couleur que l'adversaire ne pourra pas débloquer. Et puis les noirs jouent tour A8, ils essayent de s'activer dans la position, ils attaquent le pion A3, fou D6 vient défendre, fou D5, fou B4, la tour est venue en D8, tour C5 repousse la dame, et là, l'erreur de la partie. C'est dame A6 qui a été jouée. Et en fait, il fallait jouer dame B7.
Mais là, c'est vraiment des verres d'ordinateur. C'est pas du tout facile à prévoir. Il faut avoir, soit il faut être très très fin dans le calcul, ou alors c'est vraiment l'ordinateur qui nous montre ce type de subtilité. Donc vous allez comprendre pourquoi il fallait jouer Dame B7 après. Donc regardons ce qui se passe sur Dame A6. Le problème c'est que la tour, elle est un peu enfermée ici. Vous voyez que le pion, le fou, ici on empêche la tour de repartir. Et donc la Dame blanche peut aller questionner la tour en jouant Dame C1. Alors la tour n'a pas beaucoup de cases. En réalité, elle peut aller en A2. On verra qu'elle peut aussi utiliser la case E2 après. Dame B1, là on se dit, il n'y a pas de problème, la tour elle est protégée par le fou, sauf que les blancs s'apprêtent à sacrifier la qualité de la tour contre le fou pour gagner ensuite la tour. Donc la tour revient en E2, et là on joue Dame F1. Clouage de la tour, parce qu'il y a la dame derrière, donc on va gagner la tour noire, elle ne peut pas bouger, on va l'attraper. Et donc bien sûr, Valentin Pilar avec les noirs, se rendant compte qu'il va perdre sa pièce, eh bien il abandonne face à un grand maître, évidemment il n'a plus aucune chance. Alors pourquoi dans la position, il fallait jouer Dame B7 au lieu de Dame A6 ? Vous allez comprendre, sur Dame B7, si les blancs jouent Dame C1 comme dans la partie, on va en A2, et sur Dame B1, les blancs menacent toujours tour prend fou, ici, pour gagner ensuite la tour. Sauf que la tour maintenant, elle peut aller en D2. Vous allez me dire, oui, mais en D2, le fou prend. Ben non, on ne peut pas, parce que la dame en B7 cloue. Et donc, du coup, on ne peut pas prendre la tour en D2. Et finalement, on n'arrive pas à la piéger comme dans la partie. Donc il fallait se mettre en B7 pour créer ce clouage et donner la case D2, la case noire qui normalement n'est pas accessible pour les noirs parce que le fou contrôle les cases noires. Mais grâce à ce clouage, en fait, c'est possible. Une partie très riche, notamment dans la précision des deux joueurs qui ont fait preuve dans toute l'ouverture. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour la suite de ce tournoi. On va analyser plusieurs rondes dans ce tournoi, les plus belles parties du tournoi des maîtres. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous faites le tournoi, eh bien, vous pouvez également laisser des commentaires pour dire quel tournoi vous faites et à quelle place, si ça se passe bien pour vous. Et on vous souhaite bonne chance, on vous soutient, toute la communauté vous soutient. Au revoir à tous.